Chaque seconde, plus de 100 pétaoctets de données sont transmis dans le monde. Et la quasi-totalité de cette information ne voyage pas par satellite, mais sous terre, à travers un fil aussi fin qu'un cheveu. Le câble à fibre optique, héros de l'ère numérique, qui transporte 99% de tout l'Internet. Mais comment crée-t-on quelque chose d'aussi fin, capable de se plier à 90 degrés, sans perdre le moindre bit? Que se cache-t-il à l'intérieur de ce fil de verre? Et quels secrets garde-t-il? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez pourquoi le véritable Internet ne commence pas avec le Wi-Fi, mais avec le feu d'un four à verre. Le câble à fibre optique est un produit de haute technologie complexe, dont la fabrication exige précision, pureté et équipement moderne. Le processus commence par la création de la fibre optique elle-même, un fil de verre très fin qui constitue l'âme du câble. Pour cela, on utilise un verre de haute pureté spéciale, fabriqué à partir de dioxyde de silicium, avec un niveau d'impureté extrêmement bas. La production débute par la préparation d'une préforme, une grosse ébauche de verre d'environ 20 à 30 cm de diamètre, fabriquée par dépôt chimique en phase vapeur. Cette préforme a une structure et une composition parfaite pour l'étirage futur. Ensuite, la préforme est chauffée à une température d'environ 2000 degrés dans un four spécial, où elle devient plastique et prête à être étirée. On en tire un fil très fin d'un diamètre d'environ 125 micromètres. C'est environ 800 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pendant l'étirage, la fibre est refroidie et recouverte d'une couche protectrice en plastique, qui la préserve des dommages mécaniques et de l'humidité. Cette couche protectrice est appliquée immédiatement après l'étirage dans une chambre spéciale, où la stérilité et l'épaisseur du revêtement sont contrôlées. La fibre optique ainsi obtenue subit un contrôle qualité rigoureux. On vérifie le diamètre, l'uniformité du revêtement, les caractéristiques optiques, perte de signal, indice de réfraction et résistance à la courbure. Les fibres défectueuses sont rejetées et les fibres de qualité sont regroupées en faisceaux. L'étape suivante est la formation du câble. Les fibres sont groupées en faisceaux de quelques unités ou de quelques dizaines, selon la destination du câble. Pour la protection et la solidité, les faisceaux sont insérés dans des tubes internes, en plastique ou en métal. On y ajoute ensuite des éléments de renfort, des fils de fibres de verre, des fils d'acier ou des fibres d'aramide, comme le Kevlar, qui assurent la résistance et la protection contre l'étirement, la courbure et les dommages mécaniques. Après cela, tous les éléments sont placés dans une gaine extérieure, une épaisse couche de plastique qui protège le câble de l'humidité, des ultraviolets, des produits chimiques et des variations de température. Pour une pose dans des conditions difficiles, par exemple sous terre ou sous l'eau, on utilise des couches de blindage supplémentaires, des rubans ou des tubes métalliques qui protègent le câble des dommages mécaniques et des rongeurs. La production du câble à fibre optique se déroule sur des lignes automatiques spécialisées. D'abord, dans un grand atelier, on dévide les bobines de fibre optique, qui passent par des systèmes de contrôle et de lubrification pour éviter le frottement et les dommages. Ensuite, les fibres sont groupées et insérées dans les tubes internes. Puis, on ajoute les éléments de renfort et la gaine extérieure, qui est formée par extrusion. Du plastique fondu est appliqué uniformément sur le câble, formant une couche solide et hermétique. Après la formation du câble, il est testé pour sa résistance, sa flexibilité, sa résistance à l'humidité et aux variations de température. On vérifie les caractéristiques optiques,
les pertes de signal à différentes longueurs d'onde, la résistance à la courbure et aux contraintes mécaniques. Un câble qui ne respecte pas les normes est rejeté ou renvoyé pour un nouveau traitement. Le câble fini est enroulé sur de grands tourets qui facilitent le transport et la pose. La production de câbles à fibre optique est une combinaison de processus chimiques, physiques et mécaniques qui exigent une grande précision et un contrôle à chaque étape. C'est pourquoi ces câbles assurent une transmission de données ultra rapide et fiable qui est à la base de l'Internet moderne, des télécommunications et des technologies numériques. En résumé, la fabrication d'un câble à fibre optique est un processus long et complexe qui commence par la création d'une fibre optique parfaite en verre, son revêtement de couches protectrices, son regroupement en faisceaux, l'ajout d'éléments de renfort et la formation d'une gaine extérieure solide. Chaque étape est contrôlée et optimisée pour garantir la qualité et la durabilité d'un câble, capable de transmettre des signaux lumineux sur de longues distances sans perte ni interférence. Le marché mondial des câbles à fibre optique connaît une croissance fulgurante liée à l'augmentation de la demande de services de télécommunications à haut débit et au développement des infrastructures Internet. Le segment de la production de l'industrie est estimé à environ 9 milliards 12 millions de dollars d'ici 2025 et la part de marché total, en incluant les câbles et les composants, pourrait atteindre 100 milliards de dollars, compte tenu de l'expansion rapide des infrastructures de transmission de données. La demande de câbles à fibre optique est soutenue non seulement par le secteur des télécommunications, mais aussi par les réseaux d'entreprises, les centres de données, les systèmes de vidéosurveillance et même les équipements médicaux. Les acteurs mondiaux du marché, tels que Furukawa Electric Industries et Fujikura, investissent dans l'expansion de leur capacité de production et le développement de nouvelles technologies pour répondre à la demande croissante. La production de fibres et de câbles optiques est devenue plus concentrée. Quelques grandes entreprises contrôlent une part importante du marché, ce qui contribue à améliorer la qualité des produits et à réduire les coûts de production. C'est le héros des télécommunications modernes qui transmet plus de 99% de toute l'information dans le monde. Fait intéressant, le premier câble téléphonique transatlantique à fibre optique, le TAT-8 qui a relié les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, a été posé dès 1988, ouvrant l'ère de la communication à haut débit entre les continents. Ce câble a remplacé des centaines de paires de fils de cuivre, car une seule fibre optique peut transmettre une information équivalente à 600 paires de cuivre. L'invention de la fibre optique à faible perte en 1970 a été une véritable percée. Elle pouvait transmettre 65 000 fois plus d'informations qu'un fil de cuivre traditionnel. Cela signifie que les réseaux modernes fonctionnent avec des technologies qui semblaient autrefois de la science-fiction. C'est grâce à cette fibre optique qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet 5G, qui est plus de 100 000 fois plus rapide que les premiers réseaux. Un autre fait amusant, les fibres optiques sont si fines et flexibles qu'on peut les plier à un angle de 90 degrés, sans perte de signal, s'il s'agit d'une fibre multimode à profil d'indice à gradient. Cela permet de poser des câbles dans les conditions les plus difficiles, même dans des espaces étroits. Et pour finir, les câbles optiques sont très résistants aux interférences électromagnétiques, contrairement aux câbles en cuivre, qui peuvent capter les parasites des appareils ménagers ou des équipements industriels. Alors, quand vous regardez votre série préférée ou que vous jouez en ligne, vous pouvez être sûr que les impulsions lumineuses dans les câbles à fibre optique fonctionnent parfaitement, même si l'électronique bourdonne tout autour.
Chaque heure, plus de 5000 tonnes de briques réfractaires sont cuites dans le monde. Mais rares sont ceux qui savent qu'à l'intérieur de ces briques se cache un matériau capable de résister à une température de plus de 1600 degrés, comme le cœur d'un volcan. Ce n'est pas un simple matériau de construction, c'est une armure qui protège les hauts fourneaux, les poches de coulées d'acier et même le foyer de votre cheminée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la production la plus brûlante de la planète. Et à la fin, vous découvrirez un secret que même les ingénieurs taisent. À la base de tout, il n'y a pas l'argile rouge ordinaire utilisée pour les briques de construction, mais une variété spéciale, l'argile réfractaire ou kaolinique. Son caractère unique réside dans sa composition chimique, dominée par deux oxydes, l'oxyde d'aluminium et le dioxyde de silicium. C'est leur teneur élevée et leur juste proportion qui confèrent à la matière première sa principale propriété, une température de fusion extraordinairement haute. Pour donner au produit final stabilité et prévisibilité, les fabricants ont recours à une astuce technologique. Une partie de l'argile extraite n'est pas immédiatement envoyée en production, mais est d'abord cuite dans des fours à une température allant jusqu'à 1500 degrés. Au cours de ce processus, l'argile perd sa plasticité, se frite et se transforme en un matériau très solide, dur comme la pierre, que l'on appelle la chamotte. Cette chamotte est ensuite broyée et utilisée comme composant principal, auquel on ajoute une certaine quantité d'argile fraîche et plastique qui servira de liant. Cette approche résout un problème clé. Elle réduit considérablement le retrait des pièces lors du séchage et de la cuisson finale, prévenant ainsi les déformations et les fissures. Le processus commence donc par la préparation des composants. L'argile extraite et d'autres roches, ainsi que la chamotte préalablement préparée, arrivent sur la ligne de broyage. Les mâchoires géantes des concasseurs brisent les gros morceaux, puis les broyeurs à cylindres et à boulets les pulvérisent inexorablement, jusqu'à obtenir une fine poudre à la granulométrie précisément définie. Le contrôle de la taille des grains est extrêmement important, car la future densité, et par conséquent la solidité et la conductivité thermique de la brique, dépendent de la manière dont les particules de différentes tailles pourront se compacter. Après le broyage, des systèmes de dosage automatisés pèsent chaque composant, poudre de chamotte, poudre d'argile, eau et autres additifs éventuels, avec une précision d'ordinateur, selon la recette du type de réfractaire visé. Tout ce mélange est envoyé dans de puissants malaxeurs, où il est intensément brassé, jusqu'à former une masse parfaitement homogène, connue sous le nom de composition. Ensuite, cette masse informe doit prendre forme. La méthode la plus courante est le pressage semi-sec. La composition, contenant une quantité minimale d'humidité, est chargée dans des moules métalliques de haute résistance. Puis, une presse applique une force énorme, mesurée en centaines de tonnes, comprimant la masse dans la matrice en acier. Grâce à cette pression colossale, les particules se rapprochent au maximum, chassant l'air, et à la sortie, nous obtenons un bloc dense et lisse à la géométrie parfaite, la brique crue. Bien qu'elle ait déjà sa forme, elle est encore très fragile et sensible à l'humidité. L'étape suivante ne demande pas de la force, mais de la patience et de la précision. La brique crue est délicatement disposée sur des wagonnets et envoyée dans de longs séchoirs tunnels. C'est une phase lente et délicate, qui peut durer d'1 à plusieurs jours. À l'intérieur du séchoir, un microclimat est minutieusement contrôlé. La température augmente progressivement, tandis que l'humidité diminue. Il est crucial que l'humidité s'échappe de la brique de manière parfaitement uniforme sur toute son épaisseur.
Toute précipitation ou violation du régime entraînerait un séchage plus rapide des couches externes que des couches internes, ce qui créerait des tensions internes critiques et ferait tout simplement éclater la brique de l'intérieur. Quand toute l'eau physiquement liée est éliminée, vient le point culminant de tout le cycle de production, la cuisson. La brique entre dans le tunnel de feu du four, où une véritable renaissance l'attend. En se déplaçant lentement à travers les différentes zones du four, elle est progressivement chauffée jusqu'à des températures de pointe qui, pour la brique de chamotte, atteignent 1400 degrés et pour les variétés à haute teneur en alumine peuvent dépasser 1750 degrés. Ce n'est pas un simple séchage, c'est une métamorphose profonde. À de telles températures, des réactions chimiques complexes se déclenchent. Les particules de minéraux s'amollissent en surface et se fritent entre elles, formant une structure céramique solide et dense. Dans le système alumine-silice, se forment de nouveaux composés cristallins, notamment des cristaux aciculaires de mullite qui, tels des armatures, parcourent toute la structure de la brique, lui conférant une solidité et une résistance thermique exceptionnelles. Après avoir passé le pic de chaleur, la brique traverse tout aussi lentement la zone de refroidissement. Cette étape n'est pas moins importante, car un refroidissement rapide provoquerait un choc thermique et détruirait le produit qui vient d'acquérir sa résistance. À la sortie du four, apparaît un produit entièrement nouveau, un bloc dur, sonore, légèrement rugueux au toucher, qui ne craint pas le feu. Ensuite, ce n'est que du contrôle. Chaque pièce subit une inspection rigoureuse de ses dimensions géométriques et de l'absence de défauts, après quoi elle est marquée, emballée et envoyée accomplir sa mission principale, contenir les flammes. Pour prendre conscience de la véritable importance de la brique réfractaire, il faut se pencher sur le langage des chiffres. Le marché mondial des matériaux réfractaires est une industrie évaluée à plus de 30 milliards d'euros par an, et plus de 70% de toute cette masse colossale de produits est consommée par un seul secteur, la sidérurgie. Le revêtement protecteur intérieur d'un seul grand haut fourneau peut nécessiter de 2 à 4 000 tonnes de réfractaire. Et une seule poche de coulée d'acier, dans laquelle on transporte des centaines de tonnes de métal liquide, consomme plusieurs jeux de garnissage par an. Une brique de chamotte standard, la plus courante, pèse environ 3,5 kg et peut résister à une température allant jusqu'à 1690 degrés Celsius. À l'échelle industrielle, cela signifie que des millions de tonnes de ces briques montent au lagarde chaque année, contenant une énergie thermique équivalente à celle de milliers de volcans. Le champ d'application de la brique réfractaire est aussi vaste que les processus à haute température qui sont à la base de notre civilisation. Son principal consommateur est, sans conteste, la sidérurgie. Ici, elle est absolument indispensable. On garnit de briques réfractaires l'intérieur des hauts fourneaux où la fonte naît du minerai. On en revêt les convertisseurs à oxygène et les fours à arc électrique, où la fonte est transformée en acier. Les énormes poches de coulée qui transportent le métal en fusion sont également protégées de l'intérieur par une armure de réfractaire. Et pour chaque zone de l'équipement, on choisit un type de brique spécifique, capable de résister non seulement à la température, mais aussi à l'agression chimique du bain de fusion et des scories. Le deuxième consommateur en importance est l'industrie du ciment. Les longs fours rotatifs de plusieurs centaines de mètres, dans lesquels on cuit le clinker de ciment à 1450 degrés, sont entièrement garnis à l'intérieur de types spéciaux de briques réfractaires. Sans cette protection, la carcasse en acier du four brûlerait en quelques minutes.
L'industrie du verre ne peut pas non plus exister sans les réfractaires. Les immenses fours à bain, où la masse de verre est fondue à environ 1600 degrés, sont construits avec des types de briques particuliers, très résistants, capables de supporter pendant des années non seulement la chaleur, mais aussi l'attaque chimique agressive du verre en fusion. Outre ces géants, on utilise la brique réfractaire dans la production d'énergie thermique pour le garnissage des chaudières et des foyers, dans l'industrie chimique et pétrochimique pour le revêtement des réacteurs et des incinérateurs de déchets. Et bien sûr, à une échelle beaucoup plus modeste, nous la retrouvons dans notre quotidien. C'est avec de la brique de chamotte que l'on construit les cheminées, les poêles et les conduits de fumée, car elle garantit la sécurité et la longévité, en contenant fidèlement la chaleur au cœur de notre foyer. Chaque année, plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde, assez pour faire plusieurs fois le tour de la Terre avec un train longeant l'équateur. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment, à partir d'une grume brute, naît une feuille parfaitement lisse qui deviendra une partie de votre table ou de votre bateau? Ce processus ressemble au déroulement magique d'un rouleau de bois, et il cache plus de mystère qu'il n'y paraît. Attendez la fin, car c'est là que nous vous montrerons une étape secrète dont on ne parle même pas lors des visites guidées, et qui change à jamais votre vision du travail du bois. Tout commence en forêt, où l'on sélectionne les meilleurs spécimens pour la production de contreplaqué. Il faut des troncs parfaitement droits, cylindriques, sans trop de nœuds ni de défauts, principalement du bouleau, de l'aulne, du pin ou d'autres essences. Après leur livraison à l'usine, les grumes subissent une première étape de préparation très importante, le traitement hydrothermal. Elles sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude, où elles passent plusieurs heures, parfois même une journée entière. Ce véritable spa pour grumes a un but purement pratique. L'eau chaude ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus souple. Sans cela, la suite du traitement serait impossible, car le bois froid s'effriterait et se briserait simplement. Après ce bain, les grumes sont acheminées vers une ligne où on les écorce. Des machines spéciales nettoient le tronc rapidement et efficacement, laissant une surface lisse et claire. Ensuite, les grumes sont débitées en billons de longueur standard, prêtes pour l'étape principale de leur transformation. Le cœur de tout le processus de fabrication du contreplaqué, c'est la dérouleuse. C'est ici que se produit quelque chose d'incroyable, qui contredit notre perception habituelle du travail du bois. La grume préparée, serrée aux deux extrémités, se met à tourner à une vitesse vertigineuse autour de son axe. Un long couteau, affûté comme une lame de rasoir et installé parallèlement à l'axe de rotation, s'approche lentement. En pénétrant dans le bois, il ne commence pas à enlever des copeaux, mais une bande continue et ininterrompue d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est comme si on déroulait un rouleau géant d'essuie-tout. La machine déroule littéralement le tronc, tel un parchemin ancien, transformant un cylindre volumineux en une bande plate et longue. Cette bande s'appelle le plaquage. La longue feuille de plaquage avance sur un convoyeur, où des cisailles géantes la découpent en feuilles de taille standard. De la grume, il ne reste qu'un fin cylindre central, appelé le crayon, qui sera ensuite utilisé pour d'autres besoins. Le plaquage fraîchement déroulé est gorgé d'humidité, ce qui est l'ennemi de la solidité et de la stabilité du futur contreplaqué.
L'étape suivante, obligatoire, est donc le séchage. Les feuilles de plaquage sont introduites dans de longs séchoirs à plusieurs niveaux. À l'intérieur, comme sur les étagères d'une armoire géante, les feuilles avancent lentement sur un convoyeur, tandis que de l'air chaud les souffle intensément de tous côtés. La température et la vitesse de l'air sont rigoureusement contrôlées pour sécher le plaquage de manière uniforme et éviter qu'il ne se fissure ou ne se déforme. En quelques minutes, les feuilles humides et flexibles deviennent des pièces légères, un peu cassantes et parfaitement sèches, prêtes pour le collage. À cette étape, les feuilles de plaquage séchées sont triées par qualité. Elles passent ensuite dans une encolleuse. Des rouleaux spéciaux, immergés dans un bain de colle synthétique, généralement à base de résine, phénol-formaldéhyde ou urée-formaldéhyde, appliquent sur une face d'une feuille sur deux un film uniforme et collant. Ensuite commence le processus de formation du paquet. On pose une feuille de plaquage sèche sur une table. Par-dessus, on place une feuille enduite de colle. Et c'est ici que réside le grand secret. Chaque feuille de plaquage suivante est posée de manière à ce que la direction de ses fibres soit perpendiculaire à celle de la précédente. Si les fibres de la première feuille sont dans le sens de la longueur, celles de la deuxième sont dans le sens de la largeur, celles de la troisième à nouveau dans la longueur, et ainsi de suite. Cette structure croisée est la clé de la résistance du contreplaqué. Elle paralyse la tendance naturelle du bois à se fendre le long des fibres et répartit la charge uniformément sur toute la surface de la feuille. C'est précisément pour cette raison que le contreplaqué est aussi résistant dans toutes les directions. Le nombre de couches dans un paquet est toujours impair, afin que la structure soit symétrique et que les couches extérieures aient la même orientation de fibres. Les paquets de plaquage ainsi formés sont acheminés vers la section la plus puissante de la production, la presse à chaud. C'est une structure colossale à plusieurs étages, entre les plateaux de laquelle on charge simultanément plusieurs dizaines de futures feuilles de contreplaqué. Lorsque la presse est chargée, les plateaux commencent à se rapprocher. Avec une force énorme, atteignant des dizaines de kilogrammes par centimètre carré, les plateaux comprimant les paquets de plaquage, les transformant en blocs denses et fins. Simultanément, les plateaux sont chauffés à une température de 150 degrés Celsius. Sous l'effet de la haute pression et de la température, la colle se polymérise, pénétrant dans les pores du bois et liant les couches de manière indissociable en un monolithe incroyablement résistant. Le processus de pressage dure quelques minutes, après quoi naît le panneau de contreplaqué fini. Les panneaux de contreplaqué, encore chauds, sortent de la presse et sont empilés pour un refroidissement progressif. C'est important pour éviter les tensions internes dans le matériau. Après refroidissement, les panneaux subissent une finition finale. De puissantes scies circulaires équarristent les bords, donnant aux panneaux des dimensions géométriques précises. Vient ensuite le tour du ponçage. Les panneaux passent dans des ponceuses à bandes abrasives continues, qui rendent leur surface parfaitement lisse et plane. Après cela, chaque panneau subit un contrôle qualité rigoureux. Les inspecteurs l'examinent à la recherche de défauts, délaminage, nœuds, fissures, taches de colle. Selon la qualité de sa surface, le contreplaqué se voit attribuer une certaine classe et un marquage correspondant est appliqué. Les piles de contreplaqué finies, triées et emballées sont envoyées à l'entrepôt pour devenir ensuite des meubles, des maisons, des navires et d'innombrables autres constructions, démontrant au monde entier comment l'intelligence humaine peut perfectionner la nature elle-même. L'échelle mondiale de la production est également impressionnante. Chaque année,
plus de 150 millions de mètres cubes de contreplaqué sont produits dans le monde. Si l'on chargeait toute cette quantité dans des wagons de chemin de fer, le train ainsi formé ferait plusieurs fois le tour de notre planète le long de l'équateur. Le crayon, qui reste après le déroulage du plaquage, est un exemple frappant de la manière dont la production moderne vise le zéro déchet. Ce n'est pas un déchet, mais une matière première précieuse, pour laquelle il existe plusieurs voies de valorisation bien définies. Son destin dépend de son épaisseur et de la qualité du bois. Si le cylindre est suffisamment massif, il est envoyé sur une ligne de sciage où il trouve une seconde vie sous forme de bois d'œuvre. On en découpe de petites planches et des tasseaux, parfaits pour créer les structures invisibles mais robustes des canapés et des fauteuils, les pieds de chaises, les éléments de lit d'enfant ou les palettes en bois. « 50 millions de dollars, c'est le prix que peut coûter un seul câble. Pas une grue, pas un navire, pas une plateforme de forage, juste un câble. Mais ce n'est pas une simple corde. C'est un élément d'un système extrêmement complexe, dont dépendent des vies humaines, des centaines de tonnes de marchandises et des projets de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sont créés ces géants, faits de métal, de précision et de tension. Prêts? Entrons dans les coulisses de la fabrication des câbles ultra résistants. On les utilise pour les grues maritimes qui soulèvent des modules sur les plateformes pétrolières, l'extraction minière, l'installation d'éoliennes en pleine mer, la construction de ponts et de gratte-ciel. Le matériau principal utilisé pour fabriquer ces câbles surpuissants est un acier au carbone fortement allié. Mais pas n'importe quel acier, un acier modifié, amélioré par des alliages. On y ajoute du chrome, du nickel, parfois du molybdène. Tout dépend de la future utilisation du câble. Par exemple, le chrome augmente la résistance à la corrosion, tandis que le nickel apporte solidité et ductilité. Ces additifs transforment le métal en une véritable armure d'ingénierie, capable de supporter des charges extrêmes, des changements de température, l'humidité marine et même le vieillissement mécanique. Mais pour que cet acier soit prêt à être tressé, il est d'abord préparé sous forme de fil. La première étape, le laminage. Les ébauches d'acier passent entre des cylindres, réduisant progressivement leur diamètre jusqu'à la taille exacte. Vient ensuite le temps de la trempe thermique. Le fil est chauffé à très haute température, puis refroidi brusquement pour lui donner la structure souhaitée. Ce processus rend l'acier à la fois dur et élastique. L'étape suivante, le revêtement. On le choisit en fonction des conditions d'exploitation. Un zingage pour la protection contre la corrosion ou une gaine polymère pour un travail en milieu agressif, comme l'eau de mer. Et même après toutes ces procédures, ce n'est pas encore un fil fini. Vient ensuite le calibrage par ordinateur. Chaque fil est vérifié par des machines de haute précision. On ne mesure pas seulement le diamètre au micron près, mais aussi les micro-courbures, la tension, la symétrie. Imaginez qu'un écart d'un seul centième de millimètre peut être critique, car des milliers de ces fils seront ensuite assemblés en un seul câble. Un seul segment faible devient un point de rupture potentiel. Et si le câble cède sous la charge? Cela signifie non seulement une panne, mais des pertes de plusieurs millions, l'arrêt d'un chantier, voire une menace pour des vies humaines. Après le calibrage, une fois que chaque fil métallique a subi son traitement thermique, sa vérification et son revêtement, l'une des étapes les plus spectaculaires commence. Le tressage du câble. Et non, il ne s'agit pas simplement de tordre des fils ensemble. C'est un système mathématiquement calculé de tension, d'angles et d'interactions de centaines d'éléments. La base de chaque câble est son âme. Elle peut être en acier ou en fibres organiques, selon l'usage. C'est autour d'elle que les spirales de fils d'acier sont déposées en couches successives. Chaque couche contient des dizaines, voire des centaines de fils, tous entrelacés dans un ordre strict. L'objectif principal est de répartir la charge uniformément sur toute la longueur et d'éviter les points faibles. Chaque câble a sa propre configuration, l'angle de torsion, le nombre de couches, la forme du profil.
Pour plus de flexibilité, on utilise plus de fils fins. Pour plus de rigidité, moins, mais plus épais. Par exemple, un câble destiné à lever des équipements de forage doit résister non seulement à la traction, mais aussi à la torsion. Sa construction est donc bien plus complexe. Le tressage se fait sur de gigantesques machines carrousel. Elles tournent lentement, tout en tirant les fils de dizaines de bobines. Une seule de ces machines peut assembler un câble de plus de 100 mètres de long. En même temps, chaque fil est tendu, avec une force précisément définie. Un système automatique régule cette tension en temps réel. Si un seul fil est tordu, trop tendu, ou, au contraire, lâche, le câble peut perdre de sa résistance ou ne pas passer la certification. Tout le processus de tressage est accompagné d'une surveillance continue. Des capteurs enregistrent même les vibrations. En cas de défaillance, l'automate s'arrête. Le contrôle humain est minimal ici. Des spécialistes surveillent simplement la synchronisation générale et n'interviennent qu'en cas de situation anormale. Ce qui est intéressant, c'est que certains câbles ont une structure composite, une couche extérieure avec une isolation polymère ou un revêtement ignifuge, et à l'intérieur, des âmes métalliques aux propriétés différentes. On utilise ces câbles dans les grues de pompiers, le matériel militaire, ou même sur les plateformes spatiales. Une fois le tressage terminé, le câble n'est pas encore considéré comme prêt à l'emploi. L'une des étapes les plus cruciales l'attend: les tests et la certification. C'est là que l'on découvre l'essentiel. Résistera-t-il à ce pourquoi il a été créé ou non? Le premier type de vérification, le test de rupture. Le câble est fixé entre deux énormes pinces hydrauliques, puis on commence à le tirer lentement avec une force incroyable. On ne parle pas de tonnes, mais de centaines de tonnes de charge qui augmentent progressivement. Le but est de déterminer sa limite de résistance maximale. Idéalement, le câble doit supporter une force 3 à 5 fois supérieure à celle qu'il devra porter dans des conditions réelles. Mais supporter la charge ne suffit pas. Il faut aussi un test de fatigue. Le câble est tendu et relâché à plusieurs reprises, simulant des cycles de travail réels, par exemple sur une grue de chantier ou une plateforme de forage. Sur des centaines de cycles, on étudie l'apparition éventuelle de micro-fissures, de déformations ou de changements de structure. On effectue également des tests de torsion séparés. Le câble est fixé et soumis à une rotation. C'est important pour les modèles qui travaillent en suspension, ou là où le vecteur de force change constamment. Si le câble se détord, s'effiloche ou se casse de l'intérieur, c'est un défaut. Une autre étape critique, les tests environnementaux. Le câble est immergé dans de l'eau salée, refroidi à moins 40 degrés Celsius, ou, au contraire, chauffé à 100 degrés. Certains subissent des tests de résistance aux rayons ultraviolets, aux produits chimiques ou même au feu. Car dans le cas des grues maritimes ou des mines, les conditions d'exploitation sont extrêmes. Et après tout cela, seuls quelques câbles obtiennent des certificats de niveau international. Par exemple, le Lloyd's Register ou le DNV-GL. Ces documents attestent que le câble peut être utilisé dans la construction navale, sur les plateformes pétrolières ou dans l'industrie de la défense. Chaque câble porte un numéro individuel, lié au protocole de test. Dans certains cas, on indique même son pedigree, c'est-à-dire de quelle usine métallurgique provient l'acier de chaque fil. Quand le câble a passé tous les tests, il est enroulé en d'immenses bobines, de 20, 50, voire 100 mètres, et transporté sur des plateformes spéciales. Une seule de ces bobines pèse plusieurs tonnes. Sur site, le câble est monté avec une précision millimétrique, à l'aide de grues hydrauliques, de systèmes d'alignement et de spécialistes qui supervisent chaque étape. Ce n'est qu'après une dernière vérification que le câble est mis en service, et il commence à travailler là où l'erreur n'est pas permise. Imagine plus de 4000 avions de combat, qui ne sont pas détruits, mais soigneusement stockés en plein désert. Incroyable, non? Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien le plus grand cimetière d'avions militaires au monde.
la base de Davis-Monthan, aux États-Unis. Alors, pourquoi ne les envoie-t-on pas directement à la casse? Certains appareils attendent une seconde vie, d'autres sont démontés pour récupérer des pièces. Et d'autres, ultra secrets, ne peuvent tout simplement pas disparaître sans laisser de traces. Comment procède-t-on, au juste, pour détruire du matériel militaire? Pourquoi certaines machines sont-elles revendues, pendant que d'autres servent de cible à des missiles? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans ces compartiments top secrets des vieux chasseurs? Allons voir ça ensemble. La raison principale pour laquelle les avions de la base de Davis-Monthan sont préservés au lieu d'être immédiatement détruits, c'est la possibilité de les réutiliser. Certains peuvent encore reprendre du service ou servir de banque de pièces détachées pour d'autres modèles. Une partie du matériel est parfois revendue à des alliés des États-Unis ou cédée à des pays partenaires, dans le cadre de programmes d'assistance militaire. D'autres appareils servent de cible pour tester de nouveaux missiles ou de modèles d'entraînement pour les techniciens et les pilotes. Par ailleurs, tout n'est pas mis au rebut tout de suite à cause de la bureaucratie, du manque de ressources ou de priorités différentes. Les avions peuvent ainsi rester stockés durant des années avant de partir au recyclage. Quant au climat sec de l'Arizona, il offre un gros avantage. Il évite la corrosion, permettant parfois de réactiver ces machines même après plusieurs décennies. La destruction du matériel militaire soulève plusieurs enjeux majeurs, écologiques, économiques et sécuritaires. Un stockage ou une élimination mal gérée peuvent polluer l'environnement, alors que le recyclage des métaux et autres composants permet d'économiser des ressources. De plus, un engin militaire, même ancien, conserve une réelle valeur. Des groupes terroristes ou criminels pourraient l'acheter pour perpétrer des attaques ou faire de la contrebande. Dans certains conflits, on voit même des machines déclassées revenir sur le champ de bataille. Par exemple, lors de la guerre civile en Libye, de vieux chars soviétiques, qui auraient dû finir à la casse depuis belle lurette, ont été remis en service. Après leur retrait du service, les appareils sont envoyés sur des bases spécialisées pour une inspection approfondie. On commence par vérifier toute la paperasse, numéro de série, état technique, durée d'utilisation. Ensuite, ingénieurs et mécaniciens examinent l'appareil de fond en comble. Usure de la structure, du moteur, de l'électronique, sans oublier l'armement. Si l'avion est toujours opérationnel, il peut être modernisé ou revendu à des alliés. S'il est jugé trop ancien ou trop endommagé, on le démonte pour en récupérer les pièces. Certains exemplaires finissent même dans des musées, des centres de formation ou chez des collectionneurs privés. Bien sûr, après retrait de tout composant confidentiel. Si le matériel est considéré comme irréparable, mais qu'il contient encore des éléments en bon état, on procède alors au démontage. Des équipes spécialisées retirent les moteurs, les systèmes de navigation, les modules électroniques et même les plaques de blindage. Les moteurs peuvent servir à réparer d'autres véhicules similaires ou être reconvertis pour un usage civil. L'optique et l'électronique, elles, peuvent être réutilisées dans des simulateurs ou pour moderniser des systèmes existants. Certaines pièces sont revendues à des pays alliés ou même à des entreprises privées spécialisées dans la restauration de matériel militaire. Pour éviter toute fuite technologique, on détruit ou neutralise les composants classés secrets ou trop avancés, et on stocke le reste en attendant un usage futur. La mise au rebut, l'accent est mis sur l'élimination des substances dangereuses. Le carburant d'aviation, les lubrifiants et les fluides hydrauliques
peuvent contenir des produits toxiques. En moyenne, entre 200 et 500 litres de ces matières résiduelles sont récupérés sur chaque avion, puis traités selon un protocole spécifique. Les éléments électroniques de bord, susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou du cadmium, constituent aussi un risque. Rien qu'aux États-Unis, on retire près de 500 tonnes de ces matériaux chaque année lors de la destruction du matériel militaire. Quant à certains anciens véhicules blindés, ils peuvent renfermer de l'amiante dans les isolations thermiques, qui doit être extrait et éliminé suivant des normes très strictes. Tout ce qui relève de l'explosif, résidus de carburant de fusée, munitions, fait l'objet d'une procédure de neutralisation spéciale. En 2023, par exemple, plus de 1200 tonnes de munitions ont été détruites sur des terrains spécialisés aux États-Unis après avoir été retirées du matériel en cours de démantèlement. Comme mentionné plus haut, on enlève systématiquement tout ce qui contient des données sensibles. Ordinateurs de bord, systèmes de communication, car ils peuvent renfermer des protocoles confidentiels, des clés cryptographiques ou des logiciels de chiffrement. Dans les chasseurs modernes, par exemple, on trouve des canaux de communication ultra protégés pour coordonner les opérations de combat. Les radars et systèmes de guidage font également partie de ces éléments critiques, qu'il s'agisse d'avions, de navires ou de blindés. Un radar peut embarquer des algorithmes de traitement du signal très pointus, offrant un net avantage tactique. En 2011, les États-Unis ont même détruit les restes d'un hélicoptère furtif qui s'était écrasé lors de l'opération contre Ben Laden, afin d'empêcher d'autres puissances de mettre la main sur ces technologies. Les systèmes de conduite de tir des chars, chasseurs ou navires contiennent des informations capitales, tactiques de combat, caractéristiques de l'armement, précision des tirs. Et bien sûr, on retire tous les matériaux spéciaux, comme le revêtement furtif des F-22 ou des B-2, dont la composition reste un secret d'État. Ces revêtements sont alors enlevés ou purement et simplement détruits. Les boîtes noires et enregistreurs de données de vol, eux, renferment parfois des informations sensibles sur les techniques de pilotage ou les missions de combat. Pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, il existe aux États-Unis des programmes de contrôle très stricts. Parfois, on préfère même détruire l'appareil en entier lorsqu'un démontage sûr est impossible. De plus, un système spécifique met régulièrement à jour les logiciels de ces équipements, afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être récupérés par des adversaires. Chaque engin militaire possède sa propre version secrète du logiciel, quasi impossible à restaurer après déclassement. Dans de nombreux pays, la destruction du matériel militaire est encadrée par des accords internationaux, comme les Conventions de Genève, qui veillent à ce que certains composants soient éliminés de manière sécurisée et à ce que l'environnement ne soit pas mis en péril. Par exemple, un véhicule militaire ne pourra être officiellement retiré du service tant que tous les matériaux toxiques n'auront pas été retirés. Tout cela prouve à quel point on prend au sérieux la sécurisation et la destruction de ce type d'équipement, et combien d'efforts sont déployés pour qu'aucune technologie ne tombe dans de mauvaises mains. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. C'est comme si on empilait 50 tours Eiffel faites de vieux téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver. Mais seulement 9 millions de tonnes sont correctement recyclées. Le reste pollue la terre, l'eau et l'air, libérant du plomb, du mercure et du fréon. Alors, comment les usines transforment-elles ces déchets en nouvelles ressources? Et pourquoi votre vieille machine à laver pourrait-elle finir dans une nouvelle voiture? Restez jusqu'au bout, ça va être dingue! Aujourd'hui, le recyclage des appareils électroménagers, c'est un processus complexe et bien huilé qui aide à réduire l'impact sur l'environnement.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques décennies, les vieux frigos, téléviseurs et machines à laver finissaient à la décharge ou en pleine forêt. Voyons comment l'humanité a appris à traiter ces appareils et à transformer les déchets en ressources. Au début du XXe siècle, l'électroménager était rare. La plupart des gens n'avaient pas d'appareils électriques. Quand quelque chose tombait en panne, comme une machine à laver mécanique ou une gazinière, on les réparait à la main. Les pièces en métal étaient fondues et réutilisées. Avec l'essor de l'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les premiers réfrigérateurs, fer à repasser, ventilateurs et grille-pains sont apparus. Comme ces appareils coûtaient en chair, on les gardait le plus longtemps possible. Et quand ils cassaient, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on les réparait et on les réutilisait. Les pièces métalliques, surtout pendant les guerres, où le métal manquait, étaient fondues et réemployées. Et parfois, on les jetait tout simplement avec les ordures ménagères. Mais à l'époque, la production de masse n'existait pas encore, donc le problème du recyclage n'était pas si pressant. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le boom économique. L'électroménager devient plus abordable. La production de masse fait qu'on ne répare plus les vieux appareils. On les remplace. Résultat, des tonnes de réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver finissent à la décharge. Pas cool, surtout à cause du plomb et du mercure contenus dans les téléviseurs à tube cathodique. C'est à ce moment-là que les gouvernements commencent à réfléchir à des décharges spécialisées pour les déchets électroniques. Dans les années 70, aux États-Unis et en Europe, les premiers programmes de collecte et de recyclage voient le jour. Mais une véritable filière de recyclage n'existe pas encore. Dans les années 1980, le problème devient évident. Certains pays commencent à adopter des lois sur la collecte et le recyclage des appareils. En Europe, les premières usines de recyclage de réfrigérateurs et de machines à laver ouvrent leurs portes. Au Japon, une loi oblige les fabricants à reprendre les vieux appareils. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, des programmes encouragent la réutilisation des métaux et des composants électroniques. Les gens commencent à comprendre les dangers du fréon et des métaux lourds. De nouvelles méthodes d'extraction sécurisées sont développées. Mais beaucoup ne saisissent toujours pas pourquoi il ne faut pas jeter ces appareils n'importe où. Parce qu'un frigo, un climatiseur ou même une machine à laver, c'est pas juste du métal et du plastique. À l'intérieur, il y a des substances nocives qui ne doivent pas finir dans la nature. Quelques exemples. Les anciens réfrigérateurs contiennent du fréon, un gaz qui détruit la couche d'ozone. Mal manipulé, il peut causer de gros dégâts. Et ça, c'est vraiment pas top. Mercure, plomb, cadmium. Beaucoup de composants électroniques contiennent des métaux lourds qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Mais si on démonte correctement un appareil, la plupart des matériaux peuvent être réutilisés. Quand vous confiez un appareil à un centre de recyclage, il passe par plusieurs étapes. Dans des usines spécialisées, l'appareil est démonté pièce par pièce, métal, plastique, verre, circuits électroniques, isolants, etc. On aspire le fréon des réfrigérateurs. On retire l'électronique des machines à laver, là où se cachent les métaux lourds. Ces substances sont envoyées vers des centres de stockage sécurisés. La plupart des composants peuvent être recyclés. Le fer, l'aluminium et le cuivre sont fondus et réutilisés dans l'industrie. Le plastique est trié et transformé en nouveaux produits. Le verre des portes de fours et de machines à laver peut servir dans le secteur du bâtiment. Certaines parties, comme certains isolants, ne peuvent pas être réutilisées. Elles sont donc éliminées en toute sécurité.
Après le retrait des substances dangereuses, ce qui reste de l'appareil passe dans des broyeurs qui le réduisent en petits morceaux. Des séparateurs magnétiques extraient le fer, tandis que des systèmes à induction trinent les métaux non ferreux et le plastique. Certaines entreprises utilisent des scanners optiques et des rayons X pour identifier et trier automatiquement les matériaux. Un moyen super efficace d'extraire des ressources précieuses, comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. Et maintenant, comment bien se débarrasser d'un vieil appareil? Plusieurs options. Option 1, le déposer dans un centre de recyclage. Option 2, le vendre ou le donner pour les pièces détachées. Certains réparateurs rachètent les vieux frigos et machines à laver. Option 3, profiter des offres, ramener l'ancien et bénéficier d'une réduction. Pratique si vous voulez du neuf. Option 4, le donner à une association caritative. Si l'appareil fonctionne encore, il peut aider une famille dans le besoin. Une bonne action. Et un monde plus cool. Recycler ces appareils, c'est bon pour la planète et ça économise des ressources. Voyons ce qu'on peut tirer d'un vieux frigo ou d'une machine à laver. Le fer fondu sert à fabriquer de nouveaux appareils. Les fils de cuivre deviennent des câbles et des circuits électroniques. Le plastique recyclé peut devenir la coque d'un nouvel appareil ou même des pièces de voiture. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée des emplois et booste l'économie. Si on arrêtait de jeter les vieux appareils n'importe où et qu'on les recyclait, ça changerait beaucoup de choses. Moins de déchets toxiques dans la nature, une eau et un air plus propres, plus de ressources pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, la prochaine fois que votre machine à laver rend l'âme, ne la jetez pas. Trouvez un centre de recyclage ou donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Faisons du bien à la planète, ensemble. À l'échelle mondiale, seulement 9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés et recyclés officiellement. Le reste finit dans des décharges ou est brûlé, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Chaque année, on balance des millions de machines à laver dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on jette environ 10 millions de ces appareils. Tu te rends compte? En Europe, c'est pareil. Au Royaume-Uni, plus de 3 millions de machines partent à la casse chaque année. Vu leur taille, leur poids et la complexité de leurs matériaux, un recyclage efficace est crucial pour la planète. Alors, voyons ensemble comment on récupère ces vieilles machines avant de les démanteler. De nombreuses grandes marques et enseignes d'électroménager proposent aujourd'hui des programmes de trade-in ou le retrait gratuit de l'ancien appareil à l'achat du nouveau. Aux États-Unis, on trouve ce genre d'initiative chez Whirlpool, LG ou Samsung. Et en Europe, il y a la fameuse directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, DEE. Les conditions varient. Certaines boîtes se contentent d'embarquer ton ancien modèle. D'autres t'offrent une petite remise sur le neuf. Par exemple, Whirlpool aux États-Unis peut octroyer entre 50 et 100 $ de rabais sur une machine à laver neuve. LG et Samsung, parfois, montent à 100 ou 200 $ lors de promos spéciales. En Europe, certains programmes offrent jusqu'à 10% de réduction sur le nouvel équipement. Mais, soyons clairs, les ristournes ne sont pas toujours énormes. La plupart des entreprises voient surtout ça comme un geste écologique, pas comme un argument marketing fracassant. Dans beaucoup de villes,
Il existe des centres de collecte de déchets électroniques, où tu peux déposer toi-même ta vieille machine à laver. Souvent, ces centres bossent main dans la main avec les municipalités ou des boîtes privées. Dans certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, il y a même des services municipaux dédiés à l'enlèvement d'appareils volumineux. À New York, par exemple, tu peux bénéficier d'un ramassage gratuit via le programme municipal NYC Safe Disposal. De plus, certaines entreprises de récupération de métaux rachètent ou enlèvent gratuitement ces machines avant de les expédier en atelier de démantèlement, où elles sont triées pour récupérer le métal, l'électronique et le plastique. D'abord, on classe les machines par catégorie. Celles qui fonctionnent encore, celles qui sont à moitié en rade et celles qui sont complètement fichues. Les modèles en état de marche peuvent être retapés puis revendus, tandis que les autres partent en démontage. On commence par retirer les panneaux extérieurs, la porte, le tambour, le moteur, la partie électronique, les câbles et la pompe sont démontés à part, car on peut les réutiliser ou les recycler séparément. On trie aussi les métaux, inox, aluminium, cuivre, et on met de côté les pièces plastiques. Tout ça peut se faire manuellement ou via des chaînes automatisées, munies de broyeurs, d'aimants et de séparateurs à air. Les chaînes automatisées de recyclage des machines à laver fonctionnent par étapes, chacune dédiée à un type de matériau différent. D'abord, les appareils arrivent sur un tapis roulant où de puissants broyeurs à rotor fragmentent l'ensemble en morceaux de 3 à 10 cm. Impressionnant, non? Ensuite, on fait passer ces fragments dans des séparateurs magnétiques qui attirent les métaux ferromagnétiques, comme l'acier ou la fonte, pour les isoler du reste. Puis, un séparateur à courant de Foucault propulse hors du flux les métaux non ferreux, comme l'aluminium et le cuivre. Le plastique et les matériaux légers sont écartés grâce à des séparateurs à air. Un souffle puissant projette les particules les plus légères vers le haut, direction un autre conteneur, tandis que les morceaux plus lourds poursuivent leur route sur le convoyeur. En fin de chaîne, on utilise des scanners optiques pour analyser la composition des résidus et les orienter vers la bonne filière de traitement ou d'élimination. Une fois triés, tous ces matériaux, plastique, métal, verre et autres, empruntent des circuits de valorisation ou de recyclage spécifiques. Les restes métalliques, comme les pièces en acier, sont expédiés vers les usines sidérurgiques pour être refondus et servir à fabriquer de nouveaux produits. Les séparateurs magnétiques font ça très bien. Ils extraient tout ce qui est fer ou acier, prêt pour la fusion. Les parties en plastique, elles, sont broyées et compressées en briquettes. Ces blocs prennent ensuite la direction d'usines spécialisées, où on les transforme en nouveaux objets en plastique ou en matière première pour d'autres appareils. Quant aux éléments en verre, la porte vitrée par exemple, on les nettoie à fond pour les faire refondre et obtenir un verre flambant neuf. Les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés, certains caoutchoucs ou mélanges trop complexes, sont incinérés ou mis en décharge sur des sites spécialisés. Grâce à ce tri et à ce recyclage poussé, on limite drastiquement ce qui finit à la décharge, tout en réinjectant des matières premières dans le circuit économique. Dans certains cas, pour les composants vraiment coriaces, on recourt à des techniques spéciales, pyrolyse, traitement chimique, etc., afin d'éviter pollution et émissions toxiques. Imagine, par exemple, un assemblage plastique-métal-caoutchouc. Ce genre de mix a besoin d'un traitement approfondi pour séparer chaque partie. Sans ça, on risque la contamination
ou le rejet de substances nocives. Souvent, les éléments en caoutchouc, surtout quand ils contiennent des composés chimiques, ne se recyclent pas facilement à cause de leur structure. Alors, on les traite par pyrolyse ou via d'autres procédés chimiques pour les décomposer en fractions plus simples, réutilisables ou au moins éliminables sans risque. Dans certains cas, la machine renferme des substances toxiques, par exemple du mercure dans d'anciens relais, piles ou lampes intégrées. Il faut alors des méthodes spécifiques pour neutraliser ou isoler ces matières. Parfois, on va jusqu'à employer des réactions chimiques pour éviter tout rejet dangereux. Les matériaux comme le polyuréthane ou le polyester, courants dans les isolations ou certains composants, peuvent aussi passer par une pyrolyse pour en dissocier les éléments et les recycler. Si une machine à laver comporte des matériaux composites complexes, plusieurs couches de plastique, de métal, de fibres, etc., il faut un processus spécial qui sépare chaque couche et permette un recyclage adéquat. Globalement, ces technologies servent un seul but: maximiser l'efficacité du recyclage et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Parce qu'avec un traitement inadéquat, on peut se retrouver avec des fuites de produits dangereux ou des pollutions très ennuyeuses. On l'a bien compris, trier et recycler, c'est la clé pour donner une nouvelle vie aux ressources et préserver la planète. Voilà, tu sais tout. Maintenant, imagine le trajet de ta vieille machine. Elle peut se faire démonter, broyer, refondre, retransformer, et hop, la boucle est bouclée. Incroyable, non ?